Salut à tous, bienvenue donc sur l'entrepreneur à la salle, Thierry Henry, épisode 38. Aujourd'hui donc on a un super invité qui va donc nous parler donc de freelancing, parce que lui-même donc il est passé par là pour devenir indépendant et il l'est toujours un petit peu, comme il va nous le dire, il est plus consultant parce que donc c'est entre parenthèses ce qu'il nous conseille de faire, de plus se mettre en tant qu'en consultant, donc l'expert donc de son métier. Et comme ça on facture bien et on ne se fait pas avoir comme beaucoup de freelanceurs malheureusement qui gagnent très peu bien leur vie ou qui ont du mal à trouver des clients et prospecter. Donc c'est Yann Lenen que tu peux donc déjà aller, je te donne le lien, donc yannlenen.com. Donc sur son site il a plein de formations pour t'aider sur LinkedIn et tous les outils donc pour réussir en tant que freelancer. Dans cet épisode donc tu vas savoir donc comment donc réussir à donc bien te vendre et à bien prospecter. Pour ça donc bien sûr c'est bien donc, d'avoir des bons outils. Moi, je te conseille l'outil de mon partenaire, donc LearnyBox. Donc, tu vas sur thierry-du6henry.fr/lbx. Donc, thierry-du6henry.fr/lbx. Tu pourras donc tester pendant 14 jours. Donc, c'est ce super outil qui va te permettre, en fin de compte, de monter des pages de vente. Différents éléments donc, pour pouvoir donc, prospecter, récupérer du mail et donc avoir donc, une activité en ligne. Donc, moi, je te dis donc, bien sûr donc, de commenter cet épisode, s'il te plaît. De mettre donc selon les plateformes donc les pouces ou les étoiles pour qu'on puisse donc continuer à inviter donc les meilleurs entrepreneurs. Je te dis à tout de suite avec Yann. Salut Yann, comment tu vas? Salut Thierry, très bien et toi? Oui, très bien, merci. Je suis bien content de t'avoir parce que moi, comme tu le sais, ou peut-être ceux qui n'écoutent pas, c'est vrai que j'ai repris une activité de freelance. À la base, je fais de l'affiliation donc, à temps plein, donc avec une SASU. Donc, mais bon, j'ai dû reprendre une activité donc, de business developer en freelance et il y a plein de trucs qui me sont arrivés comme par hasard. C'est comme ça que je t'ai connu. J'ai été chercher l'information sur YouTube Ouais. et puis je suis tombé sur toi, de très bonnes infos, d'autres aussi sur Internet parce que j'ai aussi posé des questions un peu techniques de charges, combien tu payes. Bon, tu vas tout nous dire et comme Si ça, je me rappelle, ouais. voilà. Si je me rappelle. Et comme ça, tous ceux qui veulent se lancer, parce que c'est vrai que la freelance, ça peut être, des fois dire un système intermédiaire avant de passer vraiment indépendant, ça suit en grand Ouais. groupe, on ne sait jamais. Ceux qui ont un doute, qui veulent passer du salariat à l'entrepreneuriat, ça allait un petit peu bon. Je raconte ma vie. Donc Yann, présente-toi, puis après on est parti. Alors, je suis consultant en marketing digital, spécialisé en prospection sur LinkedIn principalement, mais je fais pas que ça, mais j'aide principalement à ce niveau-là. Donc, j'accompagne des entrepreneurs, des indépendants, des consultants, des freelances, des coachs, des formateurs, et je fais de la formation vidéo aussi en ligne. Via mon site internet et j'envoie un email par jour à tous ceux qui me suivent. Donc c'est mon principal canal de communication, plus que YouTube maintenant. D'accord. Donc, très bien, ça tombe bien parce que l'épisode prochain, donc on parlera encore d'emails, parce qu'on en a parlé il y a quelques mois. Donc, ceux qui aiment bien, donc, toi, t'en parleras un peu, mais il y a un épisode spécifique pour l'email marketing. Ouais. Donc, Yann, donc toi, tu as commencé en freelance il y a combien de temps et pourquoi? Alors, je me suis lancé en freelance en juillet 2016, si je me trompe pas. J'étais créatif publicitaire, donc j'étais concepteur dans une grande agence de pub digitale à Paris. Donc j'ai enchaîné à l'époque les CDD. Enfin, d'abord les stages. J'ai fait plusieurs stages dans la pub. C'est un milieu qui est pas évident. Enfin, c'est pas évident de décrocher un job. J'ai fait plusieurs CDD. Et pile au moment où on allait me proposer un CDI, enfin on me l'a proposé pour le coup, j'ai refusé parce que je me voyais pas enfermé dans une entreprise, dans un open space. C'était un job qui était super intéressant, très stimulant, mais c'était vraiment l'idée de bosser ad vitam aeternam dans un open space entouré de plein de gens et avec des horaires très très fixes qui me faisaient peur. Donc je me suis dit bon j'ai 25 ans, c'est le moment ou jamais si je veux devenir indépendant. Si je veux être un peu plus libre, c'est maintenant qu'il faut le faire parce que si j'accepte le CDI, je vais me faire un petit peu enfermer dans le truc. Ça va être beaucoup plus dur de partir après une fois que j'aurai un CDI, donc autant le refuser et partir maintenant. Donc je me suis lancé en juillet 2016 en tant que community manager, métier que je n'avais finalement pas vraiment fait. Auparavant, parce que mon métier consistait principalement, alors j'étais payé à trouver des idées de publicité digitale et de posts aussi sur les réseaux sociaux pour différentes grandes marques, mais j'avais jamais fait de la modération de communauté, etc. Donc je me suis lancé comme ça parce que c'était le truc qui me semblait être le plus facile au départ. Et en fait est venue la question des clients, tu vois, forcément. Donc j'ai dû commencer à chercher des clients. C'était vraiment pas évident au début. On va sans doute parler des plateformes de freelancing, mais j'ai connu toutes ces galères et en fait, je me suis dit à un moment, mais
pour être vraiment vraiment libre, c'est voilà, il suffit pas juste de se lancer en tant que freelance, mais il faut aussi être capable d'avoir des clients à la demande quand on en a envie. Donc je me suis vraiment penché sur ce sujet-là et du coup notamment sur LinkedIn. Parce que pour moi, c'était une très bonne plateforme pour trouver des clients premium, des clients haut de gamme, tu vois, vraiment des clients intéressants. Donc, Surtout en fait compte pour du B2B, ouais, parce que le B2B oui, c'est LinkedIn. Et une question, parce que bon, ouais, je pourrais te laisser développer, je pense que c'est pas un problème, mais je vais quand même couper un petit peu. Donc j'ai un truc que j'ai bien aimé, donc en fin de compte, parce que moi j'étais un peu comme moi, et comme plein d'autres qui ne sont pas pour le CDI, on va dire. Certains, ouais, c'est leur Graal, et moi au contraire, CDI, c'est. À part pour emprunter, parce que chaque fois que j'ai pris un CDI, c'est ce que je savais que je voulais emprunter, faire un crédit. ouais, bah Voilà. là, ouais, pour ça, ouais. Voilà. Donc sinon, après, bon, je suis pas pour. Donc toi, même si tu es jeune, donc c'est plutôt donc la peur opposée à la liberté qui est vraiment la peur de te bloquer. C'est la liberté qui t'a motivé à devenir freelance, même si en fin de compte, tu Ouais. n'avais pas vraiment beaucoup d'expérience. Et donc, est-ce que tu as des diplômes? Alors j'ai une licence de droit dont je n'ai pas fait Donc grand-chose ça dans n'a la rien à meilleure voir en plus. non, rien à voir dans la meilleure fac de France en droit d'ailleurs, hein, à Paris. Donc, Ouais. enfin, pour le coup, c'est vraiment j'ai galéré pour être poli pour avoir cette licence, mais dès que j'ai pu, je me suis barré pour faire quelques études de communication. Mais en réalité, j'ai fait quoi? J'ai fait 6 mois d'études de communication. Après, j'ai cherché un stage dans la pub en tant que créatif, parce que ce qui m'attirait en fait, je pense que du coup tout ça a un lien, mais quand j'étais en droit, bon, c'était beaucoup trop rigide pour moi. C'était vraiment pas le bon milieu. J'y suis allé parce que j'avais fait des études en classe préparatoire commerciale auparavant qui m'avaient déplu aussi. Donc je m'étais dit la fac c'est un peu plus libre. Bon, la fac de droit c'était pas la meilleure idée, donc je me suis dit bon, je vais aller dans la com. J'ai fait 6 mois dans la com dans une école et ensuite j'ai fait un stage. Je me suis dit bon bah à force de tout le temps changer, il faut vraiment que tu bosses parce que l'école tout ça c'est pas pour toi. Et voilà donc je me suis Donc comme quoi, donc tu peux te lancer assez jeune en tant que freelance et oui. réussir. Mais donc tout ça, ça va être parce que tu vas nous dire ce qui est le plus important, la prospection et se faire voir. C'est ça. Ouais, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent en fait, qui croient qu'il suffit de se créer un site internet et voilà et que les clients vont arriver d'eux-mêmes. C'est pas comme ça que ça marche malheureusement. Enfin moi aussi j'y ai cru. On pense que quand on se lance, il y a tellement de demandes que les clients vont pleuvoir. C'est pas vrai. Enfin, si, C'est pas. si, parce que en plus, je sais que tu vas nous le dire, mais si, il y a un seul métier, enfin, deux, trois métiers Oui, oui, c'est oui, les oui. développeurs. Les développeurs, Ouais, certains métiers où oui, il y a c'est une vrai. demande tellement. Et après, tout le reste, c'est la galère. C'est vrai, oui, c'est vrai que j'ai souvent cette conversation avec des développeurs d'ailleurs. Après, pas tous les développeurs, c'est-à-dire que tu as des spécialités qui sont plus ou moins Tout à fait. demandées. Mais oui, c'est vrai que moi, je trouve que les développeurs, et c'est une énorme chance quand je dis ça, ils sont pourri gâtés, c'est génial. Maintenant, faut faire attention, c'est jamais acquis. C'est-à-dire que bah, la concurrence, elle est quand même de plus en plus forte et il y a beaucoup de boîtes qui vont faire appel à des boîtes offshore pour développer, etc. Donc, faut pas non plus. J'ai des développeurs qui me disent souvent, ouais, moi, je suis peinard, je suis tranquille pour trouver des clients. Ouais, mais c'est quand même bien d'avoir les armes commerciales au cas où ça se passe pas bien à l'avenir, tu vois. Bah, C'est-à-dire qu'il y a beaucoup. surtout comme tu dis, on va sur un monde du freelancing et donc le marché va Ouais, grossir. Et donc bien sûr. automatiquement, c'est toujours comme partout, il y a une pyramide. Il faut être en haut de la pyramide pour pouvoir C'est ça. tout capter. Exact. Ceux que tu parlais, toi en plus, les 2%, ceux qui gagnent vraiment bien leur vie. Ouais, On en c'est une parlera à la fin parce minorité. que là, on va faire un grand Ouais. bond. Donc, comme tu parlais aussi de liberté, donc est-ce que toi, dès le début, tu as travaillé en remote ou sinon tu travaillais Euh, à moitié temps chez le client? ouais, alors mon tout premier client finalement c'était mon ancienne agence. Donc je me déplaçais. Excuse-moi encore 30 secondes parce qu'on fait des Ouais, bêtises. Remote, ça veut dire en fin de compte travailler à domicile, voilà, pour ceux qui oui. suivent. Voilà. Travailler à distance, ouais. Ouais. Bah, mon tout premier client, c'était mon ancienne agence finalement parce qu'ils avaient encore besoin de moi, donc je me déplaçais pour prendre les briefs, donc pour prendre le boulot, mais je bossais en soi chez moi. J'avais quelques rendez-vous, mais j'ai ouais très très vite travaillé à distance parce que pour moi, enfin je me suis vite dit que voilà, si je bossais en tant que freelance, c'était pas pour me retrouver dans un autre open space qui est celui d'un, tu vois, d'un, je sais pas, d'un espace de coworking ou quoi. Enfin, l'idée c'était pas de troquer l'open space de ma boîte pour un autre open space et même celui d'un espace de coworking, c'était vraiment pour pouvoir bosser chez moi quand je veux et tout. Donc j'ai vite bossé, cherché à bosser juste avec des clients qui acceptaient ça, quoi. D'accord. Donc, un truc que tu as dit, donc je vais faire un point dessus. Donc, toi, tu as commencé en fin de compte techniquement avec un ancien client. Est-ce que donc tu conseillerais, en fin de compte, parce que moi j'ai un ami, bon, je dois encore faire une parenthèse, qui est freelance et qui lui en général commence toujours par un CD ou un CDD. Il se Mhm. fait aimer, il se fait apprécier par la boîte, puis après il leur dit non, je continue, mais en fin de compte, je vais être freelance. Et il leur met la pression et puis voilà, il passe freelance. Bah oui.
C'est une bonne idée de se rendre indispensable en fait au début. Moi, il y a pas mal de gens qui me disent comment est-ce que je fais pour me lancer au début et tout. Enfin, moi, je recommande quand même jamais de se lancer sans un minimum de sécurité. Tu vois, il vaut mieux faire un peu de freelancing à côté et se constituer ce que j'appelle un fonds d'urgence pour passer Tout en à fait, full ouais. freelance. Mais oui, c'est top si tu peux te rendre indispensable auprès d'un client ou de voilà pour ensuite imposer tes conditions quoi. C'est sûr. Et puis ceux qui écoutent, qui ont peut-être qu'on a la fibre commerciale et fibre business, ont bien vu qu'en direct, quand on parle de freelance, on est indépendant et entrepreneur. Et donc Ouais. indirectement, on parle toujours de filet de sécurité, de clients, de prospection. Donc ça, on est entrepreneur, donc on fait comme une grosse boîte. Il faut avoir donc parce que moi actuellement j'ai deux missions comme ça. Mhm. Au début je faisais qu'une mission et souvent j'ai eu des problèmes. Maintenant j'ai deux missions, j'ai une qui tombe, j'en ai une deuxième qui est là parce que j'ai pris deux missions à temps partiel. Après je sais pas si toi tu peux le faire dans le community management ou dans d'autres trucs, mais voilà. Ouais, bah, Euh, je le faisais au début, mais en fait, moi, ce que je vois, c'est il y a un très gros danger, en fait, c'est que plus le freelancing se développe, euh, moins il y a d'entrepreneurs, en fait, dans l'âme qui deviennent freelance. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que le freelancing, c'est de l'entrepreneuriat. Sauf que tu as des gens qui vont se lancer en tant que freelance parce qu'ils trouvent pas de job, et en fait, c'est par défaut. Et oui, c'est tout à fait. et c'est un gros problème parce que le freelancing, c'est de l'entrepreneuriat, et du coup, enfin, faut vraiment être capable de se débrouiller, de trouver des clients et tout. Faut avoir la motivation qui va avec. Et du coup, moi, je distingue beaucoup le freelance salarié bis, tu vois. Enfin, ce que j'appelle le salarié bis, c'est quelqu'un qui fait le même travail qu'un salarié, mais à distance, ou en tout cas qui est payé en tant que micro-entrepreneur, et le freelance entrepreneur. Ouais, donc il faudrait mettre, oui, donc tu divises la personne qui veut faire 100K à l'année et celle Ouais, ouais, c'est ça. qui fait 50K, mais comme il faut retirer des charges, il faut retirer plein de trucs, en fin de compte, t'es comme un salarié, quoi. En plus, Ouais, ouais. souvent certains, bon, en plus, ils font freelance, mais ça ne les dérange pas d'aller, enfin, chacun son problème, hein, je ne veux pas manquer de respect, aller au bureau à la même heure et faire une heure précise, bon, bah, il n'y a aucun intérêt, en fin de compte, vous restez en Ouais, CDI aussi, quoi. moi, en tout cas, je pense qu'il y a pas d'intérêt à ça. Après, je sais que ça convient à d'autres. Il y a certaines personnes qui se disent, oui, moi, ça me dérange pas de me déplacer, d'aller dans des locaux de telle heure à telle heure, de temps en temps chez un client, vu que c'est ponctuel, c'est pas tout le temps, tu vois. Ça, moi, je respecte aussi. Mais voilà. En tout cas, c'est pas c'est pas mon délire à moi, quoi. Donc, comme on a un peu dépatouillé un peu tout le truc, donc quand même une question. Donc, tu as un diplôme de droit, tu viens dans le community management. Est-ce que donc il y a des métiers qu'on peut rentrer sans être un produit freelancing et se dire qu'on va se développer? Parce que comme en ligne, on peut apprendre beaucoup de choses par soi-même. Ouais. Voilà. Parce que moi, donc, pour expliquer, même si je crois que j'ai lu au début, moi, je suis business développeur. Donc, de formation, je suis commercial. J'ai aussi eu des boîtes, j'ai été manager. Donc, voilà, j'ai managé des commerciaux et j'ai formé des commerciaux. Et moi-même, à la base, je suis commercial. Même si Ouais. il est vrai que j'ai jamais fait de B2B et j'ai jamais fait du phoning où je faisais que ça. C'est-à-dire qu'en général, moi, je mets du porte-à-porte. Mais bon, j'ai Mhm. pu shifter. Il y a une logique, on va dire. Oui. Mais est-ce que donc, toi, il y a des choses où il y a des métiers dans le freelancing où il n'y a pas besoin de logique, tu viens, tu rentres, on va te prendre automatiquement. Bah, en tout cas, moi, enfin, en tant que community manager, c'était ce que je recherchais. Moi, je suis très autodidacte, en fait. Tu vois, je te dis, j'ai une licence de droit, j'ai à moitié un master de com, mais c'est tout. Après, le reste, moi, j'ai jamais fait de marketing de ma vie, j'ai jamais fait de communication. Si t'as la motivation et que t'aimes vraiment ce que tu fais, je veux dire, oui, c'est possible d'être manager, d'être web marketer, même d'être bizdev. Enfin, moi, aujourd'hui, je suis spécialisé en prospection B2B sur LinkedIn. Je viens pas du tout de ce monde-là. Tu vois, je parle avec des commerciaux notamment, et j'enseigne à des indépendants des principes enfin, voilà, les principes de la persuasion. La psychologie de la vente, etc. Alors que je ne viens pas du tout de ce monde-là, mais il y a un moment quand tu te passionnes. Enfin, c'est une question de personnalité. Je pense qu'il faut se connaître. C'est-à-dire que, par exemple, à la fin de mes journées, quand j'étais en agence de pub, ce que je faisais, c'était pas me reposer devant la télé, c'était que, enfin, je me formais en marketing digital. J'ai aussi suivi une formation en parallèle de mon job en agence. Donc, je m'arrêtais jamais. Et quand j'ai découvert le digital, voilà, le marketing digital principalement, bah, je me suis jamais arrêté de me former, et même encore aujourd'hui, j'arrête pas. Donc à un moment, oui, tu peux totalement décrocher enfin, j'allais dire décrocher un job en tant que freelance, mais trouver des missions en freelance bah ouais, si t'es assez passionné, quoi. Enfin, si t'as vraiment la motivation et que t'es autodidacte, c'est totalement possible. Mais je sais que tout le monde n'est pas capable d'apprendre tout seul. Ça, c'est un truc que j'ai vu un peu au fur et à mesure du temps. Moi, je suis un gros geek. Enfin, je fouille partout sur Internet. Enfin, c'est presque obsessionnel. Donc, je sais que tout le monde n'est pas comme ça, mais c'est faisable. En tout cas, c'est faisable. Enfin, moi, par expérience, je peux le dire.
D'accord. Donc ben là, on va passer à une autre étape, même si on va parler aussi de LinkedIn, parce que c'est hyper important en tant que freelance. Donc tu vas Ouais. nous donner, pour toi, hein, quelle est Mhm. donc la meilleure méthode en tant que freelance de commencer et réussir après un ou deux, enfin plusieurs années, d'arriver donc au fameux 100K à l'année pour être Ouais. tranquille et se dire qu'on est un vrai entrepreneur, entre parenthèses, et qu'on fait partie des 2% et qu'on se fait respecter en tant que freelance. Voilà. Quelles sont les différentes étapes? Alors, déjà, le premier point que tout le monde oublie, c'est que être freelance, c'est pas faire 40, c'est pas être un couteau suisse. Ça, moi, je sais que je vais un peu à l'encontre de ce que beaucoup disent, mais le freelance, c'est pas un couteau suisse. Enfin, si tu veux bien gagner ta vie en tant que freelance, si tu veux passer de freelance à consultant, si on devait imager, il faut se spécialiser. À terme, il faut se spécialiser. C'est-à-dire que être community manager, par exemple, on parlait de ce terme-là, pour moi, ça veut rien dire aujourd'hui. À l'époque, je me présentais comme ça. Pour moi, aujourd'hui, ça ne veut absolument rien dire. Être développeur, ça veut rien dire. Être graphiste, ça veut rien dire. Être rédacteur, ça ne veut rien dire. Ce sont des appellations qu'on utilise dans le monde du salariat. Mais ça, tu peux pas dire à quelqu'un, coucou, je suis rédacteur. Oui, ok, mais très bien, mais qu'est-ce que tu fais concrètement? Donc, il faut être capable de formuler. Ça, c'est vraiment la première étape. Tout le monde passe à côté, mais il faut être capable de formuler sa plus-value en une phrase très claire. Et savoir en fait à qui est-ce qu'on s'adresse, à qui peut, en gros, à qui tes services peuvent le plus bénéficier. Quelle est la cible à qui ça peut le plus bénéficier? Parce que ça va être super important quand tu vas prospecter par la suite, notamment sur LinkedIn, parce que tu peux pas juste aller sur LinkedIn et chercher des clients si tu ne sais pas, enfin si t'as pas d'idée précise en tête. Donc déjà, tu vois, par exemple, un web designer, il peut très bien dire j'aide les startups, enfin les SaaS par exemple, les software as a service, à augmenter leur taux de conversion de 20% sur leur homepage. Ça, c'est une promesse. C'est une promesse très claire, c'est très spécifique. Il y a plein de freelances qui ne veulent pas faire ça et qui se lancent justement en tant que freelance parce qu'ils sont multipotentiels et ils aiment bien faire tout un tas de choses. Moi aussi, je suis un généraliste de nature, mais il faut se forcer à un minimum avoir une promesse claire et spécifique parce que ça va grandement faciliter le travail par la suite et ça va permettre aussi de facturer beaucoup plus cher. Moi, c'est le cœur de mon métier finalement aujourd'hui, c'est d'aider les gens à ce niveau-là parce que il y a plein de gens qui ont du mal. Donc pour ça, voilà, il faut noter d'abord des promesses spécifiques pour des cibles spécifiques, aller parler au marché, aller confronter ces idées-là au marché pour voir si on est à côté de la plaque ou pas. Quand je dis parler au marché, ça peut être envoyer des emails ou envoyer des messages sur LinkedIn. Et une fois qu'on voit qu'il y a un certain écho de notre promesse par rapport au marché, enfin voilà, quand on voit qu'on n'est pas à côté de la plaque et que ce qu'on propose potentiellement peut intéresser, là on peut commencer à scaler, c'est-à-dire à automatiser les choses, à faire en sorte de faire de la prospection à grand volume, à grande échelle. Et on peut voilà utiliser des outils d'automatisation. Et là, ce qu'il faut faire sur LinkedIn, c'est envoyer des invitations aux personnes qu'on a identifiées comme des clients potentiels, donc des gens qui rentrent dans l'avatar client qu'on a établi au préalable. On engage la conversation, ça on peut en parler pendant un petit temps si tu veux, mais voilà, la conversation, c'est super important pour décrocher des contrats. La plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont pitcher leur service dès le premier message. Ça, c'est le pire truc au monde. Je reçois des messages de pitch, mais tous les jours, c'est insupportable. Et ensuite, une fois qu'il y a un intérêt qui a été détecté chez la personne en face, là, on peut proposer un appel téléphonique pour aller plus loin et vendre ses services. Mais c'est vraiment, c'est super important d'avoir une offre juste. Moi, j'avais formalisé ça en 3 points: justesse, échange, territoire. Il s'agit d'avoir une offre juste, une cible juste, enfin voilà, qu'il y ait une corrélation entre ta promesse et ta cible. Enfin, il faut que ce combo offre-cible colle parfaitement. Il faut avoir un service market fit, que ton service soit parfaitement adapté au marché. Une fois que tu as ça, il faut échanger donc régulièrement et avec une certaine fréquence sur LinkedIn par exemple, et sur le bon territoire, le T, JET, J-E-T, justesse, échange, territoire. Et le territoire, c'est là où sont tes prospects, tes clients potentiels. Ça peut être LinkedIn, mais il y a évidemment d'autres endroits. Il y a les emails, il y a Facebook, etc. D'accord, donc dans tous les cas aussi, donc il faut donc bien sûr, bon, c'est un détail, mais ça me paraît logique, mais bon, je le dis quand même, avoir un bon compte LinkedIn. On va pas en parler aujourd'hui, mais c'est important. Donc, je pense que tu as même une formation dessus, je crois. Ouais, Donc voilà, donc faut quand même aller, faut avoir un compte on a envie de regarder, parce que les gens regardent. Bon, c'est ça. ils vont pas dans le détail, mais ils voient vite fait des choses, donc il faut vraiment avoir un compte intéressant. Donc bon, formuler donc sa plus-value, JET, et ensuite, qu'est-ce qu'on fait pour faire les 100K? Juste pour rebondir sur ce que tu disais pour le compte LinkedIn, les gens ils se précipitent souvent sur le profil LinkedIn en se disant qu'il doit être beau, mais justement ils le font avant d'avoir pensé à leur combo offre cible. Et du coup, il veut rien dire le Donc CV il sur faut le LinkedIn. faire dans l'autre sens en fin de compte.
Ouais, c'est ça. Le profil LinkedIn, ça doit pas être un CV en fait. Ce que les gens font, c'est mettre toutes leurs expériences, toutes leurs formations, etc. Et alors que c'est pas forcément pertinent. Par exemple, si tu vises les avocats, tu vas pas dire que je sais pas, tu as travaillé avec des startups, par exemple. Enfin, tu vois, si tu vises que des avocats, voilà, il faut montrer juste que tu as bossé avec des avocats. Enfin, avec quels avocats tu as travaillé par le passé, etc. Enfin, faut vraiment faire du sur-mesure sur LinkedIn parce que les gens ils sont spammés. Ils sont spammés à fond, ils reçoivent tout un tas de messages. Ça tombe bien que tu parles de ça. Donc, il faut le faire donc plutôt humain, donc main à la main, ou il faut automatiser son LinkedIn? Il faut faire un mix. Moi, dans l'idéal, il faut faire un mix. Moi, j'utilise à la fois des outils d'automatisation et de la mano. Et quand je dis de la mano, ça peut être délégué. Moi, je le fais pas moi. Tu peux totalement le déléguer. Enfin, je le fais dans certains cas avec les personnes qui sont, voilà, par exemple, qui me proposent des interviews comme toi. Mais sinon, tu peux totalement déléguer ce travail-là à des assistants virtuels. Mais ce qu'il faut automatiser, moi, je suis vraiment, j'invite les gens à faire très attention avec les outils d'automatisation parce que actuellement, c'est un peu c'est vraiment, les gens font n'importe quoi. C'est-à-dire que j'ai même eu récemment quelqu'un qui essayait de me vendre un outil d'automatisation et qui lui-même l'utilisait mal parce qu'il me pitchait son truc dès le premier message. C'est pas comme ça qu'on fait. Ouais, mais c'est toujours pareil. En fait, c'est le pitch qu'on fait en général en marketing. On se dit, mais est-ce que quand tu vas rencontrer quelqu'un, tu lui demandes de te marier le premier jour? Non, bah, il c'est faut, ça, c'est il ça. faut, il faut prendre son temps. Il Bien faut, sûr. Mais les gens veulent voilà. pas prendre leur temps. C'est ça le souci en fait. Ah, ben, c'est la génération Instagram, à ce qui paraît. Enfin, Ah, c'est notre clairement. génération plutôt qui, Ah oui, qui, je suis pareil à la donc, base, mais il faut se forcer. Plus tu ralentis ta prospection, plus tu as de chances de décrocher des clients haut de gamme. Tu me parlais et on parle de tout ça dans l'idée de faire 100K. Je l'ai toujours en tête, hein, ta question. Tout ça va de pair parce que plus tu ralentis, plus tu vas pouvoir décrocher de gros clients. La plupart des freelances, ils décrochent des contrats à 300 euros par jour et tout. C'est très bien au début. Bon, voilà, c'est très bien. Maintenant, pour gagner jusqu'à 100K et plus, il faut facturer d'une toute autre manière. Moi, je facture pas au temps passé. Voilà, c'est vraiment en fonction de la plus-value, justement. On parle de cette fameuse plus-value. Que je peux apporter. Par exemple, tu vois, si tu es capable de faire gagner un business, je sais pas, 100 000 euros grâce à une méthode que tu as élaborée, bah, tu peux totalement le facturer 10 000 euros en théorie. Pourquoi pas? Tu vois, parce que finalement, 10 000 euros, bah, c'est quand même pas c'est grand chose rien, par ouais. rapport au 100K, quoi. Donc, Mm. moi, c'est une approche très globale que j'ai par rapport à ça. Mais c'est pour ça que j'insiste constamment sur le combo offre-cible. Il faut avoir une offre qui règle une réelle douleur chez le client. Si tu proposes un service qui est accessoire, qui est une commodité, qui est un truc dont on peut se passer, voilà, enfin, tu vas pas réussir à facturer ça très cher. Par contre, si tu arrives à enlever vraiment l'épine du pied d'un business, t'inquiète pas qu'il va bien te facturer. Moi, à chaque fois que je facture plusieurs milliers d'euros, c'est pas pour refaire un petit site internet ou je ne sais quoi, c'est pour mettre en place tout un système d'acquisition client automatisé. Enfin, il y a une vraie plus-value derrière parce que le business en face, c'est très bien qu'il va pouvoir générer des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros à terme grâce à cette approche-là. Du coup, faut vraiment pour gagner 100K et plus, faut se transformer en consultant. Faut que le freelance se transforme en consultant. Sinon, tu peux jamais franchir certains paliers. Si tu fais toujours partie des rédacteurs freelance, si tu fais partie des graphistes freelance, etc. Il y a une mutation à opérer qui est pas évidente, mais qui peut se faire si on garde en tête cette nécessité de se positionner sur une problématique douloureuse chez les prospects qu'on est capable de régler voilà, de façon Bon, efficace. on va revenir dessus. Donc, je vais juste finir. Donc, formuler cette plus-value, JET, donc justesse. C'est quoi déjà? Échanger Échange de et manière territoire. fréquente et régulière avec D'accord. les clients. Et ensuite, donc, bon, tu fais ta Collaboration. prospection sur LinkedIn. Ouais. Et ensuite, qu'est-ce que tu as comme autre étape? Alors, les personnes qui ne te répondent pas sur LinkedIn, déjà, faut les relancer. En fait, il y a pas tant d'étapes que ça. C'est-à-dire que tu invites, tu échanges et tu proposes un rendez-vous téléphonique à ceux qui te répondent et tu relances toutes les personnes qui ne t'ont pas répondu. Et quand je dis relancer, c'est une semaine après, tu envoies un message. Pour voilà, simplement pour demander si la personne a bien vu ton précédent message ou pas. Donc il faut relancer et si les personnes ne répondent toujours pas, tu peux totalement leur écrire par email. En fait, il faut partir du principe que une personne qui n'a pas répondu, c'est pas forcément qu'elle n'est pas intéressée, c'est qu'elle a tellement de choses. Les gens sont sursollicités aujourd'hui. Ils reçoivent tout un tas d'emails, de messages sur LinkedIn et tout, donc il faut relancer. Et là, Donc indirectement, en fait, en tant que freelancer, parce que là,
En tant que freelanceur ou consultant, parce que consultant, c'est plutôt le terme que maintenant qu'on devrait employer par rapport au 100K, il faut donc automatiquement être un bon commercial et un bon Ouais. marketeur, entre parenthèses. Même pas être parfait, mais bon, à faire le minimum pour ne pas juste se dire que… Parce qu'après, il y a une autre solution, mais bon, ce n'est pas vraiment le but de ce podcast, c'est d'être fort en marketing, mais de prendre du temps, donc d'avoir du contenu, donc être quelqu'un qui est blogueur ou vlogueur et qui les gens Ouais. viennent à soi, mais c'est rare parce que Ouais. les gens qui sont du B2B en général vont pas regarder sur YouTube, vont pas regarder le contenu, logiquement. Alors, moi, je peux témoigner là-dessus, mais enfin, tu peux tout à fait le faire, mais il faut être régulier en fait. Il y a deux façons, il y a deux approches. C'est l'inbound marketing ou l'outbound. Là, on parlait d'outbound marketing, donc de prospection, moi, qui est le truc que je recommande le plus parce que à court terme, c'est ce qui te permet de décrocher des contrats le plus vite. Maintenant, il faut pas, enfin, et pour ça, il faut être régulier. Il faut en faire un petit peu tous les jours. Les gens, en fait, ils pensent beaucoup campagne de prospection. Ils pensent à la prospection par intermittence de façon vraiment uniquement quand ils ont besoin de clients. Mais pour avoir de vrais résultats en prospection, il faut aussi en faire quand on n'a pas besoin. Parce que moi, j'ai plein d'agences, notamment digitales, qui viennent vers moi et qui me disent là, on a besoin de clients maintenant, tout de suite. Sauf que quand tu te penches sur leur positionnement et tout, tu te rends compte qu'il faut absolument tout revoir de A à Z. Et du coup, leur urgence, elle est pas tenable en fait. Donc, il faut prospecter un petit peu tous les jours et envisager ça, enfin vraiment intégrer ça dans son quotidien. Le marketing, c'est pas un truc qu'on fait de temps en temps. C'est un truc qu'il faut faire absolument tout le temps quand tu es indépendant et c'est ce qui permet de décrocher un flux continu de contrats. Mais oui, après, c'est une question d'organisation. Tu as mis le doigt là où il fallait. C'est qu'il faut faire de la prospection un peu tous les jours dans l'idéal et créer du contenu aussi pour le long terme. Alors, moi, le contenu, j'en fais depuis maintenant 3 ans et de façon assez intensive. Tu as des boîtes intéressantes qui viennent vers toi après avoir vu tes vidéos sur YouTube. Il faut un certain volume. C'est-à-dire que moi, c'est pas non plus le canal d'acquisition le plus important, YouTube pour moi. C'est vraiment à court terme, si tu as besoin de clients tout de suite maintenant et régulièrement, LinkedIn, c'est quand même le meilleur canal pour ça. Surtout qu'en plus, Ouais, l'outbound marketing, indirectement, tu le contrôles. L'inbound, ben, il est là, tu l'as fait. c'est Mais ça. même si tu es en première… à part si tu es en première page et sur le Oui, mot-clé du métier. Mais sinon, après, l'inbound, c'est bien, mais bon, tu contrôles pas vraiment. Mais l'outbound, tu contrôles parce que quand tu as une bonne technique et tu maîtrises ton sujet, que tu as un peu de témoignage, enfin, tu as ce qu'il faut, ben, ouais. tu es proactif. Tu vas vers ton client et tu vas donc discuter et vraiment faire du business. Ouais. Fais comme font tous les patrons de TPE en fin de compte. Hein. Oui, finalement, ouais. Mais c'est comme les startups et les SaaS, tu vois, les boîtes dans les software as a service, elles prospectent toutes. Et les freelances, en fait, moi, c'est un peu mon combat depuis le début, c'est essayer de faire intégrer le fait que bah, quand on est indépendant, il faut prospecter tout le temps, ou en tout cas un peu tous les jours. Pas de façon forcément ultra hardcore au quotidien, mais en tout cas un peu tous les jours. Et c'est ça qui fait qu'on n'a pas de période creuse, qu'on n'est pas sur des montagnes russes, quoi. Est-ce que donc tu conseilles des réseaux externes plutôt comme BNI, Toastmaster ou d'autres réseaux Alors externes? moi c'est pas mon truc parce que enfin on m'en parle souvent de BNI etc. J'ai souvent été approché par des gens de BNI d'ailleurs. Moi c'est pas mon truc parce que je considère que si tu as les bonnes méthodes et que tu es bien positionné, bref que tu appliques un peu tout ce qu'on est en train de dire là, t'as pas besoin de faire partie d'un quelconque réseau. Moi j'ai pas de partenariat particulier, j'ai toujours décroché mes contrats tout seul. Enfin voilà, après c'est une vision de l'indépendance qui m'est propre hein. Elle est pas tout le monde ne la partage pas forcément, mais j'aime bien être indépendant de A à Z. Donc, et c'est pour ça que la prospection est si importante. C'est un vrai outil de liberté. On pourrait résumer tout ça par ça. La prospection, c'est un outil de liberté. C'est ce qui te permet de ne dépendre de personne Bah, surtout en fin de compte de choisir, de pas être oui, choisi, mais de choisir parce qu'en bien plus sûr, prospecter ne veut pas dire accepter tous les contrats. Moi, il y tout a à même bah, fait. dernièrement j'ai prospecté de mon côté parce que moi bon, c'est une parenthèse, j'ai un partenaire donc qui lui fait la prospection et donc Mhm, il me propose des missions. Donc après on fait des fois moitié. Bon là comme j'ai eu des bonnes missions, j'ai augmenté donc mon panier, mon TJM on va dire. Et mhm. puis donc lui a toujours une partie, mais en général j'ai pas à m'occuper de ça. Mais je pourrais parce que quand j'ai eu des missions à vide, bah, je l'ai fait moi-même. Mais bah, des fois, il y a des gens, en fin de compte, il faut juste apprendre à dire non, parce que sinon, on tombe sur des missions qui ne sont pas bonnes, on sent que les gens ne vont Ouais, pas payer. Donc voilà, il faut. bien Toi, sûr. t'en penses quoi donc, par rapport Est-ce que donc il faut sauter sur le premier et dire oui, oui, tout de suite est signé, ou faire le tri et Alors, voir si la structure, comment ils payent, s'ils ont des personnes qui sont en freelance, tout ça. moi, je résume ça par une technique simple, c'est la technique du videur de boîte de nuit. C'est-à-dire que moi, je passe mon temps à refuser, en fait. Mais c'est pas pour me la raconter ou quoi. C'est parce que la plupart du temps, les
les clients en fait, enfin sur lesquels on tombe ou qui viennent, c'est plus en inbound là pour le coup. Bah en fait, ils ont des projets, mais qui sont pas forcément en totale adéquation avec ce que tu as envie de faire, ou c'est une question de timing. Parfois, j'ai pas envie de bosser à tel moment, et du coup, je refuse. Mais il faut vraiment choisir scrupuleusement parce que les clients que tu choisis, ils déterminent un petit peu les clients qui viendront après. C'est-à-dire que parce que quand tu prends un client, c'est un client que tu vas potentiellement mettre dans ton portfolio, enfin dans tes témoignages et tout. Et les gens qui vont venir après, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont regarder les anciens témoignages que tu as. Donc si tu commences à prendre un client, par exemple, dans un secteur qui t'intéresse pas forcément, mais juste pour prendre l'argent à court terme, tu vas un peu t'enfermer là-dedans. Alors t'es pas obligé de mettre le témoignage de la personne en question, mais je pense qu'il faut apprendre à dire non pour pas forcément au début. Au début, c'est pas évident de dire non forcément, mais quand on a une machine d'acquisition client qui tourne bien, on peut dire non et c'est aussi ça qui la rareté crée la valeur, hein, c'est-à-dire que moi c'est aussi pour ça que je peux me permettre de bien facturer, mais je trouve qu'il y a trop d'indépendants qui acceptent tout et n'importe quoi à des tarifs vraiment ridicules. Donc c'est jamais évident comme question, faut peser le pour et le contre, mais dès qu'on peut refuser, il faut le faire, je pense. Moi, je refuse beaucoup de trucs et parfois des trucs sympas, parfois juste parce que j'ai la flemme, mais en réalité, faut plus dire non. Enfin, on peut dire aussi que donc, des fois tu refuses, mais tu peux Oui, recaler, enfin décaler, c'est-à-dire que tu dis bien non sûr, à bien sûr. l'instant T et tu prendras plus tard. Oui, bien sûr. Oui, on Ça peut ne caler correspond pas sur le moment et puis la personne était c'est peut-être pas ça. mûre, était peut-être pas mûre. En termes de Oui. facturation, donc c'est quoi, parce que tu l'as dit, mais indirectement, c'est quoi une bonne facturation pour toi? Alors, Après, ça dépend des métiers, mais bon, c'est quoi en moyenne ouais, une ouais. bonne facture? Mais en fait, quand tu démarres vraiment en freelance, moi, ça pour le coup, je peux le dire parce que j'ai un proche qui s'est lancé et tout. Je lui ai dit, bon bah, tu demandes, c'était combien? 400, je crois, 400 euros par jour. Je lui ai dit en TJM, mais c'était de la rédaction. Je lui ai dit, tu demandes 400 Dis-nous, euros. parce qu'il y a ceux qui connaissent pas TJM. Taux journalier moyen. Mhm. C'est ça, si je me trompe pas. Ça Tout fait à fait, longtemps c'est que ça, c'est j'utilise ça. ces termes-là. Mais du coup, les freelances en fait qui démarrent, si tu regardes sur les plateformes de freelancing, ils mettent 300 euros et ça descend en dessous. Pour moi, en dessous de 300 euros, c'est scandaleux. Enfin, juste Ouais, en mais là, France. c'est juste enfin, je vais pas avoir un point mauvais terme. C'est de l'enfantillage. Parce qu'on voit que l'autre, il a mis 350, on met en Oui, dessous parce bien qu'on pense sûr, qu'on bien est, sûr. on est à Lidl ou à Carrefour et on s'amuse à baisser les prix, C'est mais ça. c'est pas Bah comme ça ouais, que c'est ça le marche. problème des plateformes. Ouais, bien Et sûr. comme on se dévalue, bah, automatiquement, on va se retrouver plus bactère parce qu'on n'a pas C'est fait ce qu'il ça. fallait. Donc, Mais et du toi, coup, donc, pour le. Ouais, pardon, excuse-moi. non, vas-y. Non, je disais juste du coup du côté du TJM en dessous de 300, c'est scandaleux. C'est bien de commencer à 400. Maintenant, oui, quand tu es dans cette logique de tarif à l'heure ou au jour, etc. C'est un peu du pif. Hein. Il n'y a pas de science. Il y a des gens qui recommandent de regarder ce qu'on gagnait quand on était salarié pour l'appliquer au freelancing. Moi, je trouve que ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a aucun sens. Mais par contre, tu vois, je te parlais tout à l'heure de tarification en fonction de ta valeur ajoutée. Faut vite passer à ça. Et là, il n'y a pas de règle. Moi, je prends souvent la règle si on peut appeler ça une règle du x10, tu fais gagner 100 000 euros, tu peux facturer 10 000 euros. Tu vas réfléchir comme ça. Surtout que pour aller dans ton sens, et ce que même moi, bon, je le fais encore actuellement comme si j'étais salarié, même si, bon, j'ai jamais été vraiment salarié dans ma vie, enfin, rarement. Euh, En fin de compte, oui, la personne qui se met en tant que freelancer peut se dire, voilà, elle n'est pas obligée d'abord de calquer son salaire sur ce qu'elle avait en tant que salarié, et qu'elle peut se dire aussi, comme elle est freelance, bah, de dire qu'elle bosse réellement 18, 19 jours ou 15 jours, mais pas 20 jours. Oui, Voilà, donc, il faut penser à ce calcul-là, ou se dire, voilà, bien peut-être sûr. qu'elle va travailler moins parce qu'elle a envie d'être libre et de travailler à fond quand elle travaille à fond, parce qu'en Ouais. général, elle aime ce qu'elle fait, et quand elle a envie de se prendre des jours pour réfléchir, prospecter, même peut-être mettre la prospection à part, comme ça, elle le fait à Ouais. part et c'est pas dans le boulot. Voilà. Ouais, il faut prendre tout ça en compte aussi, là, même tes vacances. Si tu as envie de prendre tes vacances, faut l'inclure dans ton tarif journalier, hein, notamment. Donc, Bah, surtout faut penser à. il y aura malheureusement le mois d'août et le mois de décembre où ça va être un peu creux. Donc, Ouais. voilà, donc Ça il faut dépend. aussi. Je me suis rendu compte que justement, en fait, parce que tout le monde croit que c'est creux, il y a pas mal de missions pour Ça les dépend des freelances. métiers, mais ça, comme tout le Ouais, monde part, ouais, tu peux en profiter aussi. c'est vrai. Il y a les deux. Ouais, ça dépend des secteurs, effectivement. Donc, en termes de missions, tu les prends plutôt. Toi, tu préfères une mission plutôt courte, long, moyen long Alors moi ou, aujourd'hui j'en prends, je marche plus comme ça, j'en prends plus. Je fais vraiment du coaching, de l'accompagnement personnalisé, donc c'est plus c'est une question de moi. Mais j'ai débuté, j'étais vraiment plus porté sur les clients long terme. Et j'ai principalement eu des clients long terme avec qui j'ai travaillé parfois des années, ouais 2-3 ans.
2 ans plutôt, parce que c'est plus safe en fait, c'est plus sûr de faire ça. Enfin, t'as pas besoin d'autant prospecter en plus en ayant des clients qui Ouais, ont mais des. est-ce que c'est pas risqué de se mettre sur un matelas à la cool, voilà, je prospecte Ouais, pas. faut trouver l'équilibre. Faut trouver l'équilibre en fait, c'est ça. En fait, t'as les développeurs qui vont faire du débugage, par exemple, du debugging, je sais pas comment on dit, du debugging, on va dire, sur des sites de façon ponctuelle. Bah, ceux qui font ça doivent constamment trouver de nouveaux clients et c'est pas forcément évident. Alors que si tu fais de la maintenance, tu vois. En tant que développeur, bah, tu as toujours au moins une petite somme qui tombe chaque mois. C'est quand même beaucoup plus intéressant de faire ça. Maintenant, il faut trouver l'équilibre entre le client que tu gardes sur le long terme et ta prospection. Il faut jamais, jamais arrêter de prospecter. Moi, j'ai perdu à un moment un client important et forcément, tu vois, c'était à mes débuts, je prospectais pas souvent, ça m'a pas mis très bien, quoi. J'étais pas dans une très bonne situation. Donc, faut tout. C'est pour ça que j'invite tout le temps les gens à réseauter un petit peu tous les jours, quoi. Pas forcément à prospecter dans le sens où tu vends tes services à des gens tous les jours, mais au moins à augmenter la taille de ton réseau, à networker, quoi, en fait. Disons Et qu'il faut ça, il faut que ça rentre dans son habitude, comme une c'est habitude ça. d'entrepreneur, on va dire, Ouais, de routine matinale, on va dire, ou de c'est soirée ça. pour ceux qui. Et automatiquement, donc, c'est plus de la prospection. On fait 1 heure par jour ou à un moment précisément, on automatise ça et automatiquement, on Ouais, va le faire, quoi. Comme de se brosser les dents, se laver, donc ce sera c'est automatique. ça. C'est comme là, ouais, tu vois, j'envoie un email par jour. Moi, j'y pense même plus, en fait. C'est devenu une habitude, c'est automatique. Et ça, il y a vraiment un pouvoir des habitudes qui est largement sous-estimé par les indépendants. C'est-à-dire que souvent, moi, je l'ai observé, les indépendants, ils traitent leur journée un petit peu au fil de l'eau, en fonction de ce qui va arriver et tout. Moi, aujourd'hui, j'ai un calendrier super précis. Enfin, je sais ce que je fais tous les jours à quelle heure. Alors, ça plaira pas forcément à tout le monde, mais vu que c'est auto-imposé, moi, je le vis pas du tout mal. Je préfère largement m'auto-imposer des trucs que de suivre les horaires d'un patron. Donc, il faut vraiment avoir une certaine autodiscipline. Et je parle pas de motivation parce que la motivation, j'y crois pas trop. Moi, si tu te reposes uniquement sur la motivation, il y a des jours où tu l'auras, il y a des jours où tu l'auras pas. Tu vois, actuellement, je suis malade. Bon, bah, si je m'écoutais, je ferais rien, quoi. Donc, il vaut mieux avoir un emploi du temps assez clair et intégrer cette prospection, ouais, dans ton quotidien, soit pendant ton café du matin ou à midi, peu importe, mais il faut vraiment le faire un peu tous les jours. Donc, dernière question, parce que moi, si je suis freelance un peu à part, business Ouais. developer, où on a du variable. Moi, j'ai même une grosse partie variable en Oui. fin de compte. Est-ce que donc toi, tu conseilles de faire plutôt des missions en variable ou plutôt toujours mettre un fixe et puis après, tu stops? Un mix des deux, moi je trouve que c'est une bonne idée. C'est tu vois, voilà, de demander un fixe et puis un intéressement en fait finalement. Comme ça, bah tout le monde y gagne. Enfin, t'as un fixe pour t'assurer une certaine sécurité. Et puis en fonction de tes performances, voilà, tu peux, si t'es bon, tu vas gagner une belle somme, quoi. Je trouve que c'est le meilleur mix parce que si tu commences moi, à une époque, j'avais essayé de facturer uniquement à la performance et je me suis vite rendu compte qu'il y avait des gens pas réglo du tout, tu vois, par Malheureusement, rapport à ça. Ouais, ça c'est fou. j'attends toujours quelques commissions. Donc, il y en a qui sont pas sérieux. Donc, Ah il faut faire voilà, non, tu des vois. courriers et payer un Ouais. avocat. Donc, c'est compliqué, c'est chiant. Faire super gaffe. Et d'ailleurs, les moins réglo, c'est pas forcément ceux qui ont le moins d'argent. Moi, j'ai eu à envoyer une seule mise en demeure, pardon, je cherchais le mot, à un client, et c'était un client qui faisait des dizaines de millions par an. Et tu te dis, mais ouais, enfin, c'était pour une facture de 3 000 euros, je crois, à l'époque, c'était quand même pas grand-chose. Et tu te dis, bon, c'est un peu étonnant que ce soit de grosses boîtes qui ne payent pas tout de suite, quoi. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Mais c'est pour ça que, ouais, le pur variable, moi, je m'en méfierais. Et en même temps, le fixe, bah, c'est pas forcément intéressant. Donc, un mix des deux, c'est la meilleure option, à mon avis. Ok, parfait. Bon, ben, avant, donc, bon, on a quasiment tout tablé. Je pense que la personne qui veut se lancer en freelance a ce qu'il faut. Sinon, je mettrai tous les liens dans le show note donc d'abord ton site, hein, yanlenen.com, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et puis, il y a tout un tas d'endroits pour mettre son email, pour recevoir l'email quotidien avec tous les conseils. Et sur YouTube, donc, tu as plein de faux sites de formation gratuits, donc pour ceux qui veulent commencer doucement. Donc, les questions donc, que je pose à tous les entrepreneurs. Ouais. Donc, quel est donc le business dont tu rêves à part celui que tu fais actuellement? Le business dont je rêve, alors moi j'ai une start-up en fait, mais pas pendant longtemps je voulais lancer une start-up mais je savais pas trop quoi. Et en fait ce que j'aimerais vraiment faire c'est créer l'outil parfait de prospection. Ça, tu vois, c'est le truc un peu rêvé, c'est très abstrait dit comme ça, mais je me suis pas mal creusé la tête à ce sujet-là. J'ai essayé d'ailleurs de lancer un truc il y a quelques temps qui a pas marché pour tout un tas de raisons, mais ouais le business que j'aimerais vraiment peut-être un jour c'est lancer un logiciel pour prospecter, mais qui fasse vraiment absolument tout de A à Z et qui permette d'identifier des bons clients au bon moment et pour Comme les. Corporama?
Je connais pas. Ah bah, c'est ça celui que j'utilise moi pour faire la prospection. Ah Bon, ouais? il est pas D'accord. parfait, mais la Il y plupart en a du temps, beaucoup, hein, il y en a beaucoup. j'ai le mail, j'ai les en fait, compte dedans, il y a 10 millions 10 millions donc d'entreprises. Et donc, Mhm. bah, c'est comme ça que moi, tous les jours, je rentre dedans tous les matins et D'accord. j'appelle 100 entrepreneurs ou 100 CTO et puis je leur propose le Ouais. service. Voilà. Il y a beaucoup hein, Bon, d'outils de logiciels comme ça en il y en freelance. a plusieurs, ouais, mais celui-là, il est pas mal. Même si, bon, des fois, D'accord. il faut renseigner, mais bon, c'est pas mal. Donc, quelle est la meilleure expérience en tant qu'entrepreneur ou investisseur que tu as eu? La meilleure expérience, qu'est-ce que ça a été? Bah, j'ai été invité, enfin c'était la seule fois, je crois que j'avais accepté un truc comme ça. J'étais invité au Web Today à Nantes en 2018 pour échanger sur un sujet qui me tient vraiment à cœur. C'était bah, sur le freelancing justement, sur en tant que, est-ce que le freelancing en gros c'est une avancée ou c'est de la pure précarisation euh, voilà, dans le marché du travail. Et c'était super intéressant de participer à un événement comme ça aussi important et de pouvoir échanger sur ce sujet assez passionnant. Donc, je te citerai ça comme ça de façon spontanée. Ok. Quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur? Meilleur levier, c'est l'obsession. Je crois Ah, beaucoup ça me à fait penser l'obsession. à Grant Cardone. Ah, c'est vrai qu'il a écrit un bouquin là-dessus. Ouais. Je l'ai pas lu d'ailleurs, mais il faudrait peut-être. Mais j'y crois beaucoup à l'obsession, parce que si t'es pas obsédé un minimum par ce que tu fais, en fait, je pense que tu lâches vite l'affaire et t'abandonnes. Donc moi en tout Bah, cas, je pense. ça rejoint un peu en fin de compte l'idée donc de l'habitude. Si tu es obsédé, donc Oui. automatiquement tu vas penser matin, midi, soir au truc, donc bah, tu vas y arriver quoi. On pourrait parler de l'effet cumulé, etc. Si tu fais un peu tous les jours, voilà, Ouais, c'est ça. de ce travail-là, ça paye. Ah bah, comme tu parlais de bouquins, quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi? Le livre que je conseillerais à tout entrepreneur, il y a un livre de ah zut, c'est Million Dollar Consulting. Je vais oublier le nom du mec qui l'a écrit. En plus, il est connu. C'est Million Dollar Consulting, qui est très bon justement pour les freelances qui veulent passer consultant en fait, qui veulent devenir quelqu'un qui ouais qui vend ses services non pas à l'heure mais qui facture en fonction de la plus-value, enfin de la valeur ajoutée. C'est un super bouquin qui est pas très connu, il me semble, en France. Et d'ailleurs, ça m'embête d'oublier le nom de l'auteur, mais c'est un Alan Weiss. Alan Weiss. Alan Weiss. Alanwei2s. Alan et Weiss. Et c'est un très bon bouquin que j'avais lu à mes débuts et qui m'avait bien motivé et qui donne un petit peu cette qui transmet toutes ces infos pardon, j'ai dit impôts, ces infos qu'on a partagées dans cette, tu vois, c'est une obsession ça aussi, dans cette interview de, voilà, de facturation en fonction de la valeur ajoutée, du fait de ne pas se brader, etc. Ok. Donc dernière question, quelle est la compétence que tu rêves d'avoir? La compétence que je rêverais d'avoir, c'est vrai que c'est pas un truc que je me suis posé. Je dirais être capable de closer, de conclure des contrats en 10 minutes au téléphone, ce serait génial. Ça. Comme ça, pas besoin de passer 1 heure au téléphone pour conclure un contrat. Ça, c'est bon, assez bien. Moi, je suis pas quelqu'un qui est naturellement bon au téléphone, c'est pas mon point fort, mais en tout cas, c'est une super compétence à avoir, c'est super important. Ok. Bon, eh ben, Yann, grand merci. J'espère que tu as inspiré Avec plein plaisir. de freelancers ou de consultants, on va plutôt dire consultants, qui veulent Ouais, donc sortir de la rat race et de proposer leurs compétences ou une nouvelle compétence qu'ils vont acquérir et qu'ils vont bien proposer et se développer avec. C'est ouais, une option ou un variable à la pure création où des fois on peut prendre plus de risques. Là, il n'y a pas trop de risques, on va dire. Il y en a quand même, mais il faut juste, comme tu l'as dit, bien prospecter, bien se faire connaître, bien se vendre. Et puis ouais, après, bah, ça roule tout seul, hein. Enfin, entre c'est ça. parenthèses. C'est ça, il n'y a plus qu'à. Bon, ben, Yann, je te dis à bientôt. Merci à toi. Salut, à très vite. Ciao. Voilà, c'est fini donc pour l'épisode 38 avec donc Yann Lenen. Donc tu peux aller sur son site yannlenen.com. Donc tu vas pouvoir donc tout simplement donc te former, prendre le maximum d'informations pour être un super freelancer, comme il le dit donc plutôt consultant et donc dépasser les 100K et même faire plus s'il le faut pour prendre ton indépendance financière. Donc toujours pareil, donc si tu veux donc soutenir l'émission, donc n'hésite pas à commenter, à partager, à suivre les épisodes. Donc tous les mardis un épisode et au mois de novembre-décembre on va tenter de passer à 2 épisodes par semaine. Donc n'hésite pas aussi à m'envoyer un mail pour me dire quel invité tu es intéressé, quel sujet tu veux traiter avec un expert. Donc voilà. Pour tester aussi donc le produit donc du partenaire donc LearnyBox, tu peux donc aller à thierry-du6henry.fr/lbx. Donc thierry-du6henry.fr/lbx. Donc moi je te dis à la semaine prochaine avec encore un invité. Logiquement on va parler donc d'email marketing.
Donc, comment apprendre à envoyer des mails tous les jours et à faire du business avec l'outil qui est vraiment le plus simple dans le marketing. Une liste email, bien sûr qu'il faut créer et ensuite envoyer des mails tous les jours. Ça paraît bizarre, mais bon, t'inquiète pas. J'ai un expert qui va te dire comment faire pour gagner de l'argent en envoyant des mails tous les jours. Et donc, envoyer un mail, ça ne coûte rien. Donc, je sais que tu aimes le gratuit. Voilà. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.